Bienvenue tout le monde dans l'édito. De retour cette semaine. Oui, Simon, ben là, est dans ses nouveaux quartiers généraux. oui. Donc, c'est ça, le- la phase transitoire, comme on peut dire, est presque totalement terminée, Mhm, j'imagine. Donc, mhm. on peut se revenir au podcast, mais en toute franchise, la semaine passée, tu m'avais proposé quand même qu'on le fasse. Puis, à un moment donné, Ouais, je t'ai dit, là, tu sais, les rendez-vous par-ci, par-là, le déménagement, à un moment donné, je pense que les auditeurs sont très à même de comprendre ben oui. que des fois, le moment est moins propice pour se lancer dans le podcasting. Mais toujours est-il que l'actualité, elle, n'a pas pris de pause Non. durant cette période-là. Bon, là, il y a toutes sortes d'affaires qui circulent en ce moment. Là. Aujourd'hui, on est revenu sur l'histoire des tarifs sur les importations canadiennes aux États-Unis et mexicaines. On ne parlera pas nécessairement de ça aujourd'hui pour pas que ce soit redondant, mais Non. tu m'avais envoyé en fait un lien d'une chaîne YouTube qui s'appelle Visual Politics. Donc, de ce que je comprends, c'est britannique, si ma Ouais, ben ils ont mémoire une est bonne. version espagnole, puis ils ont la OK. version anglaise. Donc, mais oui, c'est des British, là, les anglophones, qui font ça, là. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Et eux, dans le fond, ils ont essayé de savoir, tu sais, c'est quoi qu'est-ce que ça va être? Parce on, on parle, on a beaucoup parlé, je trouve peut-être trop parlé pendant la campagne électorale de, bon, Kamala Harris qui veut légaliser le pot nationwide, Trump, l'avortement. Mais tu sais, la réalité, c'est que le rôle de la présidence aux États-Unis, c'est quasiment un rôle de diplomate. Mhm. Tu sais, je dis pas qu'il ne s'occupe pas des affaires internes du pays, mais comme tout régime présidentiel, tu sais, il n'y a pas de premier ministre à proprement parler aux États-Unis. C'est pas comme ça que ça fonctionne, mais tu sais, tout le monde a compris que tu sais, Macron en France est moins dans le day-to-day de la France, bien qu'il est impliqué pareil, mais c'est plus un rôle international, celui du président, ou en tout cas un rôle plus englobant. Donc, puis encore plus lorsqu'on est président des États-Unis. Mhm. Ben, qu'on le veuille ou pas, même si on se décrit comme un isolationniste ou un America First ou peu importe, ça reste toujours que le monde entier est tourné vers toi. Parce que, tu sais, les gens qui parlent du déclin de l'Empire américain, là, je veux dire, quand on parlera autant des élections dans d'autres pays que de celles des États-Unis, Ben voilà. ben, on pourra peut-être parler de cette thématique-là. Là, mais pour l'instant, de ce que je comprends, les élections américaines sont celles qui intéressent le plus les gens sur la Terre pour des raisons de spectacle, mais surtout pour des raisons d'influence. Et tu sais, la politique étrangère qui sera adoptée à partir du 20 janvier prochain par l'administration Trump et Vance va être déterminante pour les 4, 5 prochaines années dans le monde. Là. Donc, ben, peut-être nous en dire un peu plus sur ce qui était discuté là-dedans. Je sais qu'il est question d'Israël, évidemment, de l'Iran, du Mexique. Euh, et la vidéo s'appelle Why Trump's Policies could beat Biden's. Donc, je vais la montrer à l'écran pendant que tu commences pour le bienfait des auditeurs. Là. Oui, ben c'est que voilà, c'est que au-delà du jour de la marmotte qu'on revit depuis l'élection de Trump, comme on a vécu en 2016, c'est-à-dire que c'est la fin du monde, ça va être la troisième guerre mondiale, nanana, nanana. Si on regarde dans le concret, les politiques de Trump sont pas à l'international sont pas complètement débiles. Il faut s'éloigner de cette pensée-là parce que c'est juste faux. Il y a plusieurs enjeux que pour nous, pour nous, nous, probablement, on n'est pas les Américains, mais des gens qui sont à l'étranger et qui malheureusement sont exposés aux nouvelles du Dôme, c'est sûr que si on n'essaye pas de sortir de ça, on se dit, mon Dieu, ce gars-là, c'est quoi cet énergumène-là? C'est quoi Trump? Qu'est-ce qu'il fait? Mais il y a du raisonné derrière. Et c'est ça que je voulais essayer d'exposer aujourd'hui. C'est comme quoi que, ça y arrive des fois à Trump d'avoir raison. Puis il y a des affaires qu'on n'aime pas, c'est sûr. On n'est pas des fans des tarifs ici, quoique bon, vous en avez parlé ce matin, puis on ne reviendra pas là-dessus. Il y a un enjeu dans toutes les communications que Trump fait, comme vous avez discuté ce matin, Yann et toi, il y a beaucoup un enjeu, c'est beaucoup de bravade là-dedans. C'est the art of the deal, dans le fond. Il y a un effet de toge, un Ben, effet c'est que, d'emmêlage et c'est tout. c'est- c'est que si les gens ne comprennent pas qu'ils n'ont pas affaire à un politicien comme les autres, ben, c'est Mhm. leur problème. Moi, c'est juste ça qu'on essaie d'expliquer. Vous n'avez pas affaire à un politicien comme les autres. Vous avez affaire à un,
magnat de l'immobilier, aka star du showbiz américain, aka communicateur dans divers shows de télé, qui a décidé de faire de la politique sur le tard de sa vie. Il avait déjà dans les 70 ans Mhm. quand il a commencé. Et la réalité, c'est elle. C'est que vous n'avez pas affaire à un. Si vous pensez que Joe Biden et Donald Trump, c'est la même affaire, c'est la même manière de communiquer, vous ne comprenez rien à ce que c'est que la politique, là. Je veux dire, on ne peut pas traiter les deux comme étant le même phénomène et la même chose. Au même titre que, je ne sais pas moi, Denis Coderre, c'est pas la même chose que Paul Saint-Pierre Plamondon. Je ne sais pas si je peux te prendre un exemple Mhm. plus contrasté que ça, là. Mais si vous ne comprenez pas que vous n'avez pas affaire au même type de politicien, mais vous ne comprendrez jamais rien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si Biden arrive et dit, ou en tout cas son administration, ceux qui parlent en son nom, hey, on annonce ça, là, on va vous imposer un 25 de tarif, à mon avis, vous avez beaucoup plus de raisons d'être réellement inquiet que ça se fasse que si ça sort de la bouche de Donald Trump. La mesure en elle-même reste la même. Là, dans l'absolu, c'est Mhm. autant de la marde pour Ben nous oui. autres en tant que Canadiens que ça vienne d'une bouche ou l'autre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une stratégie de communication qui est différente. Je pense que les gens sont à même de s'en rendre compte, là. Oui, puis les gens nous disent qu'ils ont soif que la politique, ça fasse autrement. On veut on veut tout se dire, ah, faire de la politique autrement, c'est une formule populaire, mais là, vous l'avez. On peut ou pas aimer le style, mais vous l'avez. Fait que, tu sais, je voulais commencer par, surtout avec l'annonce qu'il y a eu la semaine dernière, on sait les Américains qui permettent à l'Ukraine, ben, les Américains, les Britanniques et les Français qui permettent à l'Ukraine d'utiliser des missiles qui peuvent atteindre le territoire russe. Là, on a vu, sur le coup, on pensait que c'était des ICBM que la Russie avait envoyés sur l'Ukraine. Finalement, c'était pas tout à fait ça. C'était des missiles, attends, j'ai le nom ici, là, je ne suis pas un expert normalement, c'était des missiles intermédiaires hypersoniques. Donc, ça peut quand même être porteur de plusieurs charges nucléaires, mais c'est quand même, comment je dirais ça, c'est pas intercontinental. Fait que c'est moins, en termes d'escalade, c'est moins fort, c'est moins puissant parce que l'intercontinental, c'est que ça, tu peux envoyer un missile nucléaire, ben, ça le dit un peu partout sur la planète, là. Là, on se situe en quelque part plus entre comme du nucléaire soft ou entre de l'arme conventionnelle vraiment hard là, en termes d'escalade. Fait que c'est quand même pas si le fun que ça, mais c'est quand même un peu moins pire, ça a l'air drôle à dire, que ce qu'on laissait entendre au départ. Mais quand même, c'est ce qui est arrivé la semaine dernière, tu te dis, ben, en quelque part, c'est sûr que l'administration Biden, c'est un peu comme, il y avait une blague dans Family Guy à un moment donné, c'était tu quittes une pièce, juste avant de quitter la pièce, tu lâches un gros pet. Là. Ben, c'est un peu ça, finalement. Là. Un C'est peu que ça. la gang à Biden lâche un gros pet dans le bureau aval avant de partir, là, parce que ça, c'est une méchante patate chaude là, pour Trump qui est rentré. Il dit, ouais, là, parce qu'on l'a vu, là, la Russie, sa réponse, ça n'a pas tardé. Puis aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que puis je ne reviendrai pas là-dessus, il y en a des gens qui se connaissent plus que moi, notamment le prof Caron qui en ont parlé, mais tu sais, les lignes rouges de Vladimir Poutine, c'est pas les mêmes lignes rouges que Barack Obama dans le temps du conflit en Syrie. Ce qui avait dit ça va être la ligne rouge, c'est des armes chimiques qui sont utilisées. Puis là, bon, finalement, il n'est pas arrivé grand-chose après que le régime al-Assad ait utilisé des armes chimiques en Syrie, mais pour Vladimir Poutine, il est beaucoup moins dans le bluff que les Occidentaux là-dessus, du moins nos leaders occidentaux actuels. Alors là, on l'a vu depuis, Trump n'est même pas encore en fonction. Déjà, on a vu Vladimir Zelensky dire ouais, ben là, il faudrait absolument que le conflit se règle en 2025 par la voie diplomatique. Tu dis oh, déjà, il y a une évolution au niveau du discours. Ouais, c'est ça. Du côté des Russes, on a dit ouais, ben écoutez, autant qu'on a dit bon, régler le conflit en 24 heures, c'est pas sérieux, mais par ailleurs, ben, s'il y a des offres sur la table, on va les regarder et tout. C'est qu'on sent déjà que, comment dire, ben, qu'il y a des adultes, des gens en moyen, en contrôle de leurs facultés, qui reviennent à la Maison-Blanche. J'aurais le droit de dire, puis je sais que ça, ce discours-là, ça s'inscrit complètement à l'envers de ce que vous pouvez lire dans le Journal de Montréal ces derniers jours, là, avec notre cher Pierre Martin et d'autres gens du même acabit. Là. Mais les faits sont là, pareil. T'sais. On va voir si ça va porter fruit, mais déjà, puis c'est aussi qu'il y a une réalité sur le terrain qui est différente aussi. La contre-offensive ukrainienne de l'année dernière, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, bon, on n'en parle plus dans les médias québécois, mais le front de l'Est en Ukraine, ça va pas très bien. Bon, les lignes de front russe avancent. Donc là, c'est sûr qu'à un moment donné, l'Ukraine s'est dit, ben, la situation militaire sur le terrain, ça va pas bien. Puis de l'autre côté, on a un changement de cap à la Maison-Blanche. Fait que les fonds sont peut-être rentrés un peu moins fort, avoir des nouvelles orientations politiques et tout. Fait que, mais pour quiconque qui est en faveur de la paix, puis est capable de voir plus loin que les comparaisons boiteuses à comme Poutine,
Poutine, c'est Hitler des années 30, là, ben, en quelque part, c'est pas une mauvaise nouvelle. Si vraiment on veut la paix, là, en quelque part, ce Ben, qu'on c'est voit là, ça. c'est pas une mauvaise nouvelle. Mais tu sais, quand tu disais c'est comme si c'est le Biden, il sort, puis tu sais, c'est le dernier pet avant de Ouais. partir pour l'autre qui arrive. C'est un peu ça, mais tu sais, ça contraste avec les images qu'on nous a montrées. C'est là que tu vois que les Ben oui. politiciens sont des experts de la communication et de Mhm. tout ce qui est fake. Tu sais, on avait vu quand même une réception qui avait été faite dans les règles de l'art, tu sais, extrêmement classe Mhm. entre Trump et Biden qui le reçoit avec un. Je ne sais pas s'il avait mis du diesel dans le feu en arrière, là, mais il brûlait sur un Christi de temps. Je n'ai jamais vu un feu brûler de même. Là. Si vous irez voir la vidéo, les gens qui nous écoutent. Là. Mais tu sais, où on voyait, bon, une poignée de main, Biden a souri comme il n'a jamais souri de sa vie. Tu sais, ça a donné même lieu à toutes sortes de spéculations. Mhm. Et on se souvient, parce que ça a été raconté notamment par Trump, que lorsque il a rencontré Barack Obama à la Maison-Blanche lors de la passation en 2016, ils se sont entretenus pendant à peu près 2 heures de temps. Et Trump a demandé à Obama, c'est quoi la principale menace qui pèse sur les États-Unis en ce moment? Et Obama lui a répondu, North Korea, la Corée du Nord. Et ça a été une des premières obsessions internationales de Trump. Rappelez-vous, là, au début, le Rocketman, puis c'était très dur. Il a même dit à un moment donné, je pense que c'était devant NATO, qui avait dit, genre, nous n'aurons pas d'autre choix que de détruire la Corée du Nord. Ouais, tu sais, ça a joué très, 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 très dur pour finalement s'apaiser par la suite. Mais tu sais, Barack Obama, on n'a pas senti qu'il est allé juste avant de partir jeter de l'huile sur le feu. Là. Alors qu'eux, ils se rencontrent, ils ont très probablement que dans cette rencontre-là, qui après que les Kodak se sont fermés, ils ont mis tout le monde dehors, semble-t-il, ça aurait duré à peu près 90 minutes. Euh, Ils ont très certainement parlé de l'Ukraine. Là. Mais Mhm. 2 jours après, si ma mémoire du timing est bon, ça s'est passé le mercredi, cette affaire-là. Et c'est le vendredi, donc 2 jours après, on a appris que Biden autorisait l'Ukraine à garrocher des missiles sur le territoire russe. Je veux dire, c'est à quoi a servi cette opération de com-là d'abord? Parce que cette Ben oui. discussion-là a mené à quoi? Parce que si Trump lui a dit que lui, son objectif numéro 1, c'était de mettre fin au conflit, l'autre est allé carrément, excusez-moi de l'expression, mais est allé cracher dans la soupe finalement. En tout cas, c'est de même que je Oui, l'interprète, c'est pourquoi? que c'est presque du sabotage en réalité. Là. Oui, puis il faut s'interroger sur le pourquoi. Pourquoi que l'administration sortante ne voudrait pas une fin à ce conflit-là, là? Parce que, je veux dire, sont très bien placés. Les services du renseignement, Biden et sa gang ont accès aux informations du service de renseignement américain. Ils ont accès aux informations militaires sur le terrain. Je veux dire, ils savent bien qu'on ne peut pas revenir à une Ukraine pré-2014 en termes de territoire actuellement. C'est pas réaliste. Fait que tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent, bordel, finalement? C'était quoi le but de ça? Et justement, tu parlais de NATO. Bon, on sait Trump a été très, très, très critique envers NATO, mais c'est pas le premier qui a été critique en l'endroit de l'OTAN. Il faut dire qu'Obama avait fait à l'époque, dans le temps qu'il était président aussi, c'était plein comme quoi que c'était pas tous les pays qui contribuaient à leurs 2% et tout et tout. Quand tu dis là-dessus, ben là, évidemment, c'est Trump qui l'exprime avec le style Trump. Mais au-delà de ça, si on met les choses en perspective, c'est-à-dire, écoutez, l'OTAN et l'Europe de l'Ouest, on parle d'une population 3 fois supérieure à celle de la Russie et une économie 20 fois supérieure. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas capables de tenir tête à la Russie tout seuls, qu'ils ne sont pas capables d'armer l'Ukraine par eux-mêmes tout seuls et qui ont autant besoin des États-Unis? Ça, c'est un échec collectif de l'Europe, ça, du concert de l'Europe, là, finalement, ça là, là. Alors, tu dis, ben, au-delà du style puis du vocabulaire employé et tout, ben, c'est peut-être un autre effet positif, c'est aussi le fait que justement la position que Trump adopte va amener les Européens à prendre leurs responsabilités aussi. Au-delà de l'aspect financier et tout, de juste que c'est tout le temps les États-Unis qui les bail out, tu te dis, ben, maintenant, c'est parce que prenez vos responsabilités entre vos mains aussi. Là. Ben, puis, tu sais, les Européens, à un moment donné, vont devoir se mettre dans la tête quelque chose. Je sais qu'ils n'aiment pas Trump, ils n'aiment pas les États-Unis, puis il y a un gros sentiment anti-américain chez une partie de nos cousins français ou de d'autres Européens. Mais la réalité que vous allez devoir comprendre à un moment donné, c'est que les États-Unis, ils commencent à en avoir le claque de gérer des conflits qui sont toujours en Europe. Là.
Mhm. Quand c'est pas les Russes en Ukraine, c'est les Allemands en France ou les Italiens à une place. Puis, je veux dire, il y a eu quand même eu 2 guerres mondiales et là, une autre guerre qui, finalement, faut toujours qu'il y ait les Américains qui débarquent sur le territoire pour venir régler ça, finalement, là. Et puis il y a encore des tensions dans les Balkans aussi. C'est moins pire que ça dans les années Ben oui, 90, c'est mais ça. quand même. Puis, on pourrait faire une liste assez longue de tous les conflits qui a eu lieu. Mais je veux dire, à un moment donné, comment ça, comme tu dis, que l'Europe est pas capable de se défendre, de s'armer, d'avoir des forces militaires capables de repousser des attaques ou whatever. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? C'est-tu parce qu'il y a trop de temps? Ils prennent trop c'est-tu comme le Canada? Ils prennent trop de temps maintenant à travailler pour que les militaires puissent se mettre du vernis à ongles et avoir des queues de cheval? Ou c'est ça les priorités des armées européennes? Ou c'est quoi, là? Trump, à un moment donné, il avait raison là-dessus. Là. Moi, c'est. Honnêtement, en 2016, quand j'ai vu le personnage apparaître, ma première réaction, c'était un peu comme tout le monde de dire Mon Dieu Seigneur, mais qu'est-ce que c'est ça? Les cheveux comme ça sur la tête, Mhm. le gars raconte un peu n'importe quoi. Un tel est un menteur. On n'avait jamais vu ça, un politicien de même, Non. parce que c'était pas un politicien comme les autres. Forcé de le constater. Par contre, je me souviens de la première fois où j'ai fait je pense qu'il est en train de mettre le doigt sur quelque chose. C'est quand il a dit c'est terminé qu'on va être la police pour le monde entier gratuitement. Mhm. Et ça, vous comprenez, là, il y a toujours un peu d'exagération chez Trump, mais ça pointe toujours à un truc réel. C'est-à-dire les pays qui pensent qu'on va être leur gendarme à bon marché, eux, ils cotiseront jamais rien. Regardez là, l'engagement que les pays ont pris pour l'OTAN. La majorité ne respecte pas l'engagement. Le matériel militaire est complètement désuet. C'est une catastrophe, là. En réalité, l'OTAN, c'est les États-Unis, il faut le dire, là. Ah oui, 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 exact, exact. Non, puis par ailleurs, malgré ce que Trump dit, pour ceux qui sont bien, bien, bien inquiets de ça, je veux dire, les États-Unis ne laisseront jamais tomber complètement l'Europe. Je veux dire, leurs bases militaires en Europe sont beaucoup trop importantes pour leur intérêt stratégique. L'accès et le contrôle de la Méditerranée aussi pour notamment envoyer du support Ouais, à c'est ça. Israël, l'accès au Moyen-Orient et tout, je veux dire. Mais Trump a quand même un point. Il y a des gens qui doivent prendre la responsabilité là-dedans. De toute façon, tu sais, Emmanuel Macron qui se voit comme un Charles de Gaulle, puis il dit que ça prend une armée européenne, puis tout un peu, c'est un rêve que de Gaulle avait dans les années 60. Je ne sais pas si je crois exactement à l'armée européenne, là, plus ou moins, mais en tout cas, il faut que quelque chose se passe. Ça ne peut pas rester de même. Ben, c'est parce que, à un moment donné, c'est prendre le problème à l'envers. Commence par en avoir une française, on verra par. Ouais. Puis en tout respect que j'ai pour les Français, là, puis je sais qu'il y a des gens de valeur qui sont dans l'armée, des généraux, tout ça. C'est pas le point. Puis probablement des soldats aussi. Là, c'est pas ça le point. C'est juste de dire que je pense que tout le monde est au courant que si les Français étaient impliqués directement dans un conflit aujourd'hui, ça se passerait pas très bien. Là. Mais il y avait eu des interventions en Afrique dans les années 2010, mais là, finalement, ça a fini que. Il y avait eu certains succès au début, les populations locales étaient favorables. Par la suite, bon, les effets se sont amenuisés. Là, C'est on a au vu comment Mali, ça a c'est fini. ça? Ouais, au Mali. Ouais. Là, on a vu comment ça a fini depuis 2020, là, comment que la France se fait crisser dehors d'un paquet de pays, pays africains. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais non, non, faut. Puis, tu sais, puis de l'autre côté, les Britanniques qui ont de la misère à recruter pour les Royal Marines. Pensez-y comment c'est. Ça, c'est le prof Caron m'avait envoyé un texte là-dessus il y a quelques mois. Hey, c'est complètement fou. La marine britannique qui a de la misère à recruter pour ses Marines. Là. Pensez-y. Là. Une institution qui existe depuis les années 1600 quelques. Là. Ça n'a Ben aucun oui. sens. Là. Et un point dont on parle pas, puis peut-être que tu voulais glisser un mot sur l'Iran après, parce qu'il y Oui, avait le oui. sujet de l'Iran là-dedans, là, mais bref, parenthèse, un point dont personne ne parle en ce moment, c'est l'aspect énergétique. Mhm. Je pense que ça a été très clair. Là. Trump l'a répété plusieurs fois. Là. Ceux qui font les surpris, là, je veux dire, vous écoutez pas ce qu'ils se disent ou je sais pas dans quel monde vous vivez. Là. Mais Trump l'a dit plusieurs fois. Qu'est-ce que je vais faire au day one? I'm gonna build baby drill. Mhm. Je pense que ça ne peut pas être plus clair que ça. Il va autoriser des projets, notamment, je pense qu'on parle de la relance du projet Keystone XL. Mhm. On parle de plusieurs projets énergétiques. Pourquoi? Parce que lui, il dit que finalement, la meilleure manière d'affaiblir 100%. les puissances qui ont une force pétrolière ou gazière, qui sont des ennemis de l'Europe, c'est que les États-Unis soient finalement encore un plus gros pourvoyeur d'énergie
plutôt que d'avoir l'espèce de posture de genre, ouais, les Russes sont pas fins, mais ça fait bobo à la terre, le gaz. C'est la posture de crétin que le Canada a eue quand le chancelier allemand est venu en Oui. visite au Québec et au Canada, quémandé pratiquement à genoux pour avoir du gaz naturel pour pouvoir se débrancher de la Russie. Et on lui a répondu des conneries du genre on pourrait te vendre un panneau solaire ou tu sais, j'exagère, là, mais vous comprenez un peu c'était quoi la thématique. Là. Nous, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, le. C'est quoi la phrase déjà, là? Le bien est l'ennemi du vrai. Là. C'est-à-dire que c'est un moment donné, il faut être dans la réalité politique. Puis la réalité politique implique des prises de décision géostratégiques à un moment donné qui peuvent aller à l'encontre d'autres fixations que les gens peuvent avoir. Là. Puis, tu sais, je pense que quand il est question de l'Ukraine, de l'Iran et d'autres puissances dans le monde, la question du zéro déchet passe très loin dans les Non. priorités. Tu sais, je veux dire, ça nous ramène à la fameuse phrase complètement folle de Al Gore qui était allé dire que. Ou c'était Al Gore ou John Kerry. Je pense que c'était John John Kerry. Kerry. C'est John Kerry qui était allé nous dire qu'il fallait commencer à se questionner sur l'empreinte carbone des chars d'assaut en Ukraine. Là, à un moment donné, tu te dis, ouais, mais je veux dire, le pays est dévasté, des ponts sont tombés, des ponts ont été bombardés, des hôpitaux sont détruits, des blocs appartements en ruine. Je sais pas, mais qu'est-ce qu'on en a? On en a absolument rien à foutre de l'empreinte Non, non. carbone des tanks russes ou ukrainiens. Je veux dire, c'est. À un moment donné, ça devient presque une maladie, en fait, Ah, tout à fait. ce discours-là. C'est une forme de dérèglement mental qui confine à la bêtise la plus absolue. Là. Ah oui, tout à fait. Puis justement, je trouve que ça fait un bon pont, ce que tu viens d'amener justement avec le sujet de l'Iran dont je voulais parler maintenant. C'est que, mais un peu comme tu as dit, c'est que justement, plus que les États-Unis vont être producteurs d'hydrocarbures, plus que ça va affaiblir des puissances comme la Russie et l'Iran. Pourquoi? Ben, c'est parce que le prix de la ressource va baisser finalement. Tu sais, tu rajoutes plus d'offres. Donc, tu as plus d'offres pour répondre à une demande qui est plus ou moins stable. Donc, bon, le prix baisse. Et c'est quoi la conséquence de ça? Ben, ça fait que l'Iran a beaucoup moins d'argent pour supporter des pop-up comme le Hezbollah, le Hamas, d'autres groupes terroristes du genre. Tu sais. C'est ça qui est arrivé quand Trump a déchiré le deal sur le nucléaire iranien en 2018. Puis là, ils ont mis des grosses sanctions sur le pétrole. L'Iran, c'est pas comme la Russie. C'est plus difficile pour l'Iran de se revirer de bord que ce l'est pour la Russie. Ben, justement, ils ont été pas mal obligés de couper les vivres à ces groupements-là, là, Hezbollah, Hamas, etc. Et là, on l'a vu, depuis que Biden est arrivé au pouvoir, là, il y a eu une grosse levée de sanctions. Puis en quelque part, c'est sûr qu'il y avait peut-être un intérêt de l'administration Biden là-dedans, c'est-à-dire ben, pour le peuple américain, c'est-à-dire qu'on a besoin de plus de pétrole pas cher. Même s'il y a quand même eu pas mal de permis de forage qui ont été autorisés sous l'administration Biden. Je pense que même, surprenamment, il y en a eu plus sous l'administration Biden que sous l'administration Trump, le premier mandat, mais c'était quand même pas assez. Mais là, c'est ça, c'est parce que si tu vas dans Drill, Baby Drill, cet argument-là disparaît parce que finalement, les États-Unis redeviennent autosuffisants. Puis je pense qu'on se rappelle, les États-Unis étaient devenus autosuffisants en hydrocarbures au début 2020. Là, est arrivée la pandémie, l'administration Biden, puis là, on est redevenu dépendant des importations. Ben là, ce qui a permis à l'Iran de revoir des fonds avec la levée des sanctions et tout, puis de financer toutes sortes de groupes de tout croche. Ben là, si on revient à ce que Trump propose, euh, on peut espérer qu'il va en avoir moins des événements comme le 7 octobre. Moi, je me permets d'aller là. Exact. Puis la raison pour laquelle c'est plus difficile pour l'Iran, ben, il y en a plusieurs, mais c'est essentiellement une raison géographique. Donc, bien qu'il y ait un accès à la mer, là, donc, comme on peut voir à l'écran Mhm. présentement, vous voyez que c'est un pays qui a des frontières enclavées entre le Turkménistan, l'Afghanistan, où les Américains avaient une présence, le Pakistan, qui n'est pas nécessairement un pays allié non plus, l'Azerbaïdjan, l'Irak, les Émirats arabes unis. Je veux dire, ils ne sont pas nécessairement uniquement avec des pays frontaliers qui sont amis. Là. C'est ça, des pays presque tous hostiles, en fait, leurs voisins à différents niveaux. Donc, C'est ça, pour différents niveaux, pour différentes raisons. Donc, vous comprenez que si on compare ça avec la Russie, qui a littéralement une frontière qui traverse pratiquement le globe au complet, là, mais oui. où ils peuvent, de par leur territoire, aller se connecter sur la Chine, sur la Mongolie, finalement, ils ont accès à peu près à tous les marchés de par leur territoire. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est plus facile que si vous êtes dans
un territoire enclavé. D'où l'idée, par exemple, au Canada, que les Albertains ont été extrêmement touchés négativement par la cancellation par Biden du projet Pipeline, parce que les Mhm. Albertains sont en fait enclavés. D'un côté, tu as la Colombie-Britannique, au nord, il y a le territoire du Nord-Ouest, et à l'est, tu as les autres provinces canadiennes, et au sud, c'est les États-Unis. Donc, eux, en fait, ils ont, je veux dire, je pense qu'ils ont quelques petits accès par des points maritimes là, au nord, mais je veux dire, c'est pas comme, par exemple, le Québec aurait techniquement un avantage Ben oui. beaucoup plus important que ces pays-là, là. Donc, que ces provinces-là. Donc, c'est c'est avec ça qu'il faut composer aussi, là. C'est la réalité géographique qui y est pour beaucoup. Oui, c'est ça, l'Alberta, j'essayais de voir, j'avais lu à un moment donné qui essayait de travailler sur une entente pour traverser du pétrole, mais par, je ne sais plus trop par où exactement. Je pense que c'est Mais, par. mais eux autres, ils étaient fourrés, parce que la Colombie-Britannique ne voulait pas de pipeline albertain, puis nous autres aussi, on leur avait Non, dit non. Fait c'est que, ça. Puis la Saskatchewan en voulait finalement personne. Tout le monde veut le cash, mais personne ne veut se salir les mains. exact. C'est quand même assez spectaculaire, merci, là. Donc, puis tu sais, quand tu regardes leur géographie, ils sont un peu fourrés, là. Oui, tu as des points comme Fort Ship Cheyenne là, qui donne sur le lac Arthabasca, mais c'est pas des endroits par lesquels tu peux traverser puis atteindre la mer, tout ça. Là, Non, c'est des non. points d'eau qui sont comme enclavés, en fait. Donc, eux, c'est pas compliqué. C'est des rails de chemin de fer ou des pipelines. Parce que sinon, puis du transport routier, ils n'ont pas ils n'ont pas, ils ont pas un territoire propice comme par exemple en Ontario ou au Québec où tu as accès à des voies maritimes pour Voilà. traverser de l'autre côté, là. Encore plus le Québec. Le Québec, là-dessus, a vraiment un avantage. Aurait techniquement, c'est sûr qu'on ne profite pas des avantages de Non. notre territoire, mais on aurait en fait des avantages géostratégiques sur à peu près tout le monde, là. Par le nord, on est capable d'atteindre la mer, puis par le sud, on est capable aussi par le Saint-Laurent, puis on a l'accès au golfe du Saint-Laurent qui nous permet par la voie maritime là, d'aller dans beaucoup plus facilement de commercer avec les États de l'Est des États-Unis pour Mhm. d'avoir accès directement à l'Europe, là. Fait que mais c'est encore faut-il le vouloir. Mais tout ça pour dire que il risque d'avoir des choses qui vont changer probablement à l'international là, avec cette prise de pouvoir-là qui va être officialisée le 20 janvier. Je vais peut-être juste Mais finir rapidement sur le Mexique. oui, L'autre point, c'est que, tu sais, on parle, bon, c'est sûr que là, il s'est dit toutes sortes de choses sur l'immigration illégale, clandestine, irrégulière, prenez le vocable que vous voulez, là, en territoire américain. Mais c'est que, tu sais, si on veut contrôler les cartels mexicains, c'est ça que Visual Politics m'a aidé à réaliser, c'est que faut que tu contrôles l'immigration illégale et régulière, peu importe. Pourquoi? C'est parce que oui, les cartels, bon, pas une surprise pour personne, ils font énormément, beaucoup d'argent avec le trafic de drogue, mais quelque chose auquel on pense moins, c'est qu'il y a le trafic humain, aussi le trafic le trafic carrément, mais sinon, c'est les passeurs, le passage de gens à la frontière et tout. On prévoit c'est à peu près 13 milliards par année d'argent qui vient de là. Là. Hey, c'est du gros, gros cash. Là. Fait que si on veut, puis veut pas, on pourrait taxer les États-Unis de faire de l'ingérence ici, mais oui, mais considérant la frontière qu'ils ont avec le Mexique, c'est nous autres aussi, le Canada, c'est aux États-Unis, tu avais un gouvernement qui était pas sous l'emprise de cartels nécessairement, mais qui est, bon, en tout cas, ça dépend des moments, ça dépend des politiciens, là, mais qui était sous contrôle ou qui avait peur de se tenir debout devant, devant des gangs criminalisés comme ça, c'est des meurtres, des exécutions à ciel ouvert en plein jour et tout. Mais nous autres aussi, si on avait la capacité d'y faire quelque chose, bien, on le ferait, tu sais. Alors, à ce moment-là, ça, tu dis, c'est qu'a priori, ce qui peut sembler inhumain, puis ça l'a fait rire, la citation de le nouveau responsable de l'agence d'immigration qui dit ah, ben oui, il y a moyen de pas séparer des familles quand on déporte les parents. On a qu'à déporter les enfants avec leurs parents. Tu dis bon, OK, c'est sûr que ça fait sourire un peu d'une certaine manière, mais tu as un motif humanitaire derrière ça. Ça semble contre-productif, mais vraiment, de dire que, ben écoutez, le trafic humain, le trafic de personnes à la frontière, c'est vraiment pas drôle. Ça alimente des gangs non, criminalisés à c'est ça. coups de milliards. Ça contrôle certaines régions du Mexique en entier. C'est le bordel.
sais, moi, aller au Mexique ces temps-ci, ça me tente pas tant, là, pour vrai, là. Non, c'est ça. C'est effectivement, ça nous tente pas vraiment. Mais tu sais, juste pour montrer à quel point l'enjeu de la frontière est réellement quelque Mhm, chose qui est important, là, je vais vous montrer la carte de l'élection présidentielle de 2020 au Texas mhm, versus celle de 2024. Regardez bien les États du Sud qui sont, alors pas les États du Sud, mais les comtés qui sont au mhm, sud, qui sont collés directement sur la frontière. Donc, ça ici, c'est en 2020. mhm, Donc, on voit là au sud, là, mhm. ça a voté bleu en 2020. Regardez en 2024, Oh! comment les couleurs ont changé. Ça, c'est pour une raison bien précise, là. Si les gens ne sont pas devenus en plus anti-avortement, whatever, ou ils n'aiment pas les femmes, ou pas ça, là. C'est qu'il y a l'enjeu de la pression migratoire au sud de la frontière du Texas qui est réel, là. Mhm. C'est ça, c'est là-dessus que les gens, là, c'est pas compliqué, là, regardez les deux cartes, là. C'est clair, clair, net et précis, là. On est capable de le constater. Puis probablement même, je vais faire l'exercice avant qu'on quitte pour Patreon. Je vais essayer de vous trouver celle de 2016. À mon avis, c'est encore plus marqué. Ouais, c'est vraiment plus marqué. Donc, je vous ramène à 2024. Regardez 2016. Oh, wow! Donc, là, donc c'est facile à comprendre, là. Je veux dire, l'enjeu, il est là. La frontière est là, là. C'est ceux qui sont pas à même de le comprendre, ben, je veux dire, continuer de faire les surpris puis de pas comprendre pourquoi Trump a été élu, puis qu'est-ce qui se passe, puis les Américains sont fous. C'était souvent les mêmes qui déchiraient leur chemise sur le chemin Roxham en plus aussi. Ça, c'est toujours Ben, c'est drôle. ça, c'est ça. Alors que c'est quelque chose de, comme disait Stéphane Bureau, c'est quasiment homéopathique, là. Le chemin Roxham versus la frontière au sud des États-Unis, là. Ça Wow. n'a rien à voir. C'est, je veux dire, c'est eux ont pris le chaudron de soupe au complet, puis nous, on a trempé le bout du doigt, là. Mhm. C'est ça, là, la réalité, là. Donc, ben c'est ça. Sur ça, justement, on va s'en aller sur Patreon, puisque tu voulais commenter une histoire avec le Parti québécois et Paul Oui. Saint-Pierre Plamondon sur les sondages qui sont sortis, entre autres, là, sur les jeunes et PSPP qui fait le pari que les jeunes s'en vont vers la Oui, souveraineté. oui, 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 oui. On pourra commenter, mais on pourra voir aussi qu'est-ce que ça a, c'est quoi le lien avec ça, puis finalement la fameuse dénonciation des dérives woke de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon. Est-ce qu'on est vraiment dans une vraie dénonciation ou on est plutôt dans une dénonciation à deux vitesses? Ouais. Donc, joignez-vous à nous. On y va sur Patreon de ce pas.